En Dordogne, un train percute un camion de fuel qui s'enflamme, 12 morts et une trentaine de blessés. Le maréchal Mobutu est mort à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer au Maroc où il était en exil. Ouverture à hauteur de 20% du capital de France Télécom qui sera coté en bourse à partir du mois d'octobre. La mode junior, ce que porteront les 15-25 ans cet hiver. Madame, monsieur, bonsoir. 12 morts, 31 blessés, dont 16 dans un état grave. C'est le bilan d'une collision survenue à la mi-journée entre un train de voyageurs et un camion transportant 30 000 litres de fuel à la hauteur du passage à niveau automatique de Saint-Antoine-de-Breuil en Dordogne. Le chauffeur du camion, qui a été gravement blessé, n'aurait pas vu à temps les barrières du passage à niveau. Tout de suite après le choc, le fuel s'est enflammé, se propageant au premier wagon du train. Quelques minutes après l'accident, un témoin a filmé les premiers secours. Patrice Randen. Il est midi. L'accident vient de se produire. La collision entre l'autorail et le camion d'hydrocarbures a déclenché l'incendie de la citerne. À quelques dizaines de mètres de là, la cabine du camion, projetée sur une maison. Le chauffeur, grièvement blessé, reçoit les premiers secours. Plan rouge, 23 ambulances, 2 hélicoptères du SAMU, un poste médical avancé et 160 sapeurs-pompiers qui affrontent les flammes. Ils mettront 2h30 pour venir à bout de l'incendie. Parmi les victimes, quelques grands brûlés, transportés vers les hôpitaux de Bordeaux et de Limoges. Le camion transportait 30 000 litres de fuel. Pour une raison inconnue, il a forcé le passage à niveau, un passage à signalisation automatique lumineuse, non surveillé et équipé de 4 demi-barrières. Pour mieux comprendre l'accident, voici les lieux. Donc, le passage à niveau est situé dans une demi-courbe. Le train, un autorail, circulait sur la ligne Bordeaux-Bergerac. Le camion de fuel percute les barrières baissées au moment où le train survient. Le plan rouge de secours aux blessés a donc été aussitôt déclenché. Un hôpital de campagne a même été installé, non loin du lieu de la collision. Les blessés les plus graves étant transportés vers Bordeaux. Jacques Cardoz. L'autorail assurant la liaison Bordeaux-Bergerac ne s'est arrêté que 200 mètres après le choc. Carcasse carbonisée, entièrement noircie, le train serait arrivé comme une torche, selon des témoins. La collision a eu lieu un peu plus haut. C'est ce camion citerne transportant 30 000 litres de fuel qui a heurté le train. Un camion chargé de gasoil n'a pas respecté les barrières du passage à niveau de la voie de chemin de fer Bergerac-Bordeaux et a percuté le train à la hauteur de la motrice. Le bilan fait état de 12 morts et 31 blessés, dont 8 atteints grièvement. Les secours sont arrivés 5 minutes après l'accident. 160 sauveteurs, 23 ambulances et d'importants moyens de désincarcération ont été mobilisés. Un poste médical avancé a été installé à la hâte sur ce rond-point. Les rescapés parlent d'un énorme choc, de panique et de vision d'apocalypse. Il y avait une fenêtre d'ouverte, donc elles ont un peu passé, mais on a bien vu que ça cramait dessous, autour, mais ça n'a pas cramé dedans au départ. On n'a pas été brûlé du tout. Non, parce que le train roulait toujours. Ouais, le train roulait toujours, donc ça, en fait, ça a propagé les flammes tout le long. C'est quand il s'arrêtait que là, ça a pris à l'intérieur. Les blessés graves ont dû être transportés dans les hôpitaux de la région, notamment Bordeaux et Limoges. D'autres ont été soignés sur place. Certains passagers emprisonnés par les flammes ont dû casser les vitres pour sauter hors du train. C'était formidable, c'est tous les gens qui ont été autour, surtout le magasin qui a amené tout ça. On a eu à manger, on a eu à boire, les gens étaient gentils, vraiment, il n'y a pas eu de problème, quoi. Enfin, on peut dire ça. Pour la plupart des témoins, le chauffeur du camion n'aurait tout simplement pas vu le passage à niveau. D'après les habitants de la commune, ce passage à niveau automatique était réputé très dangereux depuis très longtemps déjà, même si la signalisation a été récemment renforcée. Certes, il est signalé, mais je l'ai déjà dit, il est situé dans une demi-courbe. Une vingtaine de trains et environ 10 000 véhicules le traversent chaque jour. Bertrand Coq, Jean-François Renaud. À cet endroit précis, la route départementale 936 longe la voie ferrée, avant d'aborder le passage à niveau situé en plein virage.
c'est la difficulté, un point noir bien connu des chauffeurs de la région, comme celui du camion citerne. L'homme, blessé dans l'accident, était un habitué de la route de Bordeaux. Apparemment, il n'avait pas l'air de souffrir beaucoup. Et que vous a-t-il dit, le chauffeur? Il m'a simplement dit qu'il n'avait pas vu le passage fermé. C'est tout. La SNCF ne cherche pas à le cacher. Oui, ce passage à niveau était dangereux. Oui, il avait été modifié par le passé, mais pas suffisamment, comme le reconnaît le président de l'entreprise publique. Celui-là était un passage à niveau considéré comme dangereux dans le passé. Il avait fait l'objet d'améliorations. Ça n'avait pas suffi, visiblement. On voit bien que ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Alors qui est responsable? Est-ce qu'on peut dire la SNCF est responsable? La SNCF se sent responsable en tout état de cause de ce qu'elle transporte, passagers et cheminots. Ceci étant dit, une enquête aura lieu pour déterminer la cause exacte de l'accident. Pas besoin d'une enquête pour savoir que sur cette route passent 12 500 véhicules par jour, dont 20% de poids lourds. Depuis 11 ans qu'elle habite ici, dans l'ancienne maison du garde-barrière, Madame Baron ne compte plus les accidents, les accrochages dont elle a été le témoin. Oh oui, moi j'ai eu souvenir de ne pas avoir pu rentrer chez moi parce qu'il y avait un camion qui avait écrasé là, qui était écrasé ici. Après il y en a eu un autre qui était écrasé un petit peu plus loin. C'est sûr qu'il y a eu de graves accidents. Et rien n'avait changé? Non, rien n'a changé. Et il ne change rien. J'espère que ces morts serviront à quelque chose, malheureusement. Il faut qu'il y ait tant de morts pour qu'on fasse quelque chose. C'est dommage. Depuis 1991 existe un projet de déviation destiné à soulager la départementale 936. Mais faute de crédit, les élus locaux disent faute de volonté politique, cette fameuse rocade dort toujours dans les cartons du ministère de l'Équipement. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne. Benoît, bonsoir. D'abord, avant de revenir sur les circonstances exactes de la catastrophe, les corps des 12 victimes sont toujours, je crois, à l'intérieur des wagons. Oui, tout à fait. Des spécialistes de l'identité judiciaire sont en ce moment dans le train. Vous savez que la plupart des victimes ont été brûlées, très gravement brûlées, et que donc leur identification s'avère très difficile. Il y a donc des spécialistes qui sont arrivés il y a environ une demi-heure, trois quarts d'heure de Paris, et dont c'est le travail. Quant aux familles ou aux gens qui pensent avoir un proche dans le train, eh bien, elles sont prises en compte par une cellule médicalisée. Elles sont accompagnées dans cette attente et dans cette angoisse, et au fur et à mesure des révélations, eh bien, elles seront par la suite éventuellement amenés à expertiser le corps d'un de leurs proches. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a un numéro vert si vous avez des inquiétudes, c'est le 0800, le 508 079, 0800 508 079. Benoît, alors question sur la sécurité de ces installations. Vous avez mené l'enquête tout au long de l'après-midi. Ce passage à niveau est-il vraiment dangereux ? Écoutez, vous l'avez entendu avec le sujet de Bertrand Koch, tout le monde reconnaît que ce passage à niveau est dangereux, que ce soit les autorités, les riverains, les gens qui utilisent cette route, tout le monde le sait. C'est vrai qu'il y avait eu des aménagements importants, conséquents, qui avaient été faits en 91, mais depuis il y avait encore eu des collisions, 3 officiellement d'après la SNCF, 3 avec un train, et puis une multitude, les gens qui habitent ici le disent, une multitude de petits accrochages de voitures qui sont surprises quand elles arrivent sur ce passage à niveau qui est caché, qui est dans un virage, dans un S, et que les gens ne voient pas bien. Et c'est si vrai que le Conseil général avait décidé d'agir et cet été, en juillet, il avait voté la réalisation ici d'une route pour éviter la ville et donc éviter le passage à niveau. Et l'enquête d'utilité publique venait juste de commencer. Merci Benoît. Alors pour être tout à fait complet, il faut savoir qu'en France, le nombre de collisions entre trains est extrêmement limité. Les accidents mettent essentiellement en cause des voitures engagées sur des passages à niveau, percutées par des trains. Pour le président de la SNCF, Louis Gallois, il y a encore trop de passages à niveau en France, essentiellement sur les voies secondaires. 500 sont supprimés chaque année, mais il en reste encore 17 500 sur tout le territoire. Karine Comazzi, Thierry Curtet. C'est le point faible du réseau ferroviaire et la SNCF le sait. Elle en supprime tous les ans de 300 à 500. Mais il reste en France 17 500 passages à niveau, dont 15 000 sont automatiques et non gardés. La fermeture d'une barrière est codifiée pour que la prévention soit la plus efficace possible. Vous voyez, alors la première action, c'est l'action sur un détecteur. Immédiatement après, vous avez le tintement des sonneries et le clignotement des feux. Combien de secondes? Environ 7 secondes. Nous avons 10 secondes de descente des barrières. Dès que les barrières sont basses, il y a arrêt de tintement des sonneries comme vous le voyez. Les feux continuent à clignoter. Là, il reste exactement 8 secondes au plus tôt avant que le train arrive.
25 secondes au minimum entre le début du signal et le passage du train. Un système qui n'est en cause que dans 2% des accidents selon la SNCF. 98% des collisions sont dues aux poids lourds ou aux voitures qui ne maîtrisent pas leur vitesse ou qui s'aventurent sur les voies barrières baissées. En tout, on dénombre une quarantaine de morts par an sur les passages à niveau. Mais il est très rare que les victimes soient dans les trains. Benoît Duquesne nous en parlait un instant. Voici écrit sur votre écran le numéro vert pour tout renseignement à propos de cet accident, le 0800 50 80 79. Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la Santé, a fait le voyage de Pithiviers dans le Loiret ce matin, dont la maternité, après un accident mortel, est fermée depuis plusieurs mois maintenant. Le ministre a confirmé cette fermeture, ainsi que celle du service de chirurgie, au moins provisoirement. Les habitants de Pithiviers protestent contre cette décision. Ils attendaient ce matin le ministre. Gilles Marinet, Claude Sicard. Elle voulait parler au secrétaire d'État. Lui, discuter avec le conseil d'administration et depuis trop longtemps à leur goût. En plus, il y avait des gendarmes plein les couloirs. Énervement. Non, vous ne passez pas. Nous, on a reçu les ordres, vous ne passez pas. Alors, elles se sont vraiment fâchées et la colère des infirmières a balayé tous les obstacles. Quelques minutes plus tôt, la nouvelle était tombée, statu quo. Le sort de la maternité, du secteur chirurgie, reste en suspens. Il faudra encore attendre, aller à 40 km, les nerfs craquent. Je suis anéantie. Je pensais, je suis à 10 ans de la retraite, je pensais finir ma carrière là, mais je crois que c'est bien mal parti. L'établissement est bouclé par les forces de l'ordre. À l'extérieur, 1500 manifestants se pressent sur les grilles. On n'a pas de voiture, on est toute seule. Il nous faut un hôpital à Pithiviers, monsieur. Bernard Kouchner se décide à affronter les manifestants, mais pour rappeler que la fermeture a été prononcée à la suite du décès d'une patiente et que l'enquête accable l'hôpital. Je ne prendrai pas l'engagement simplement par démagogie et parce que vous avez manifesté ce que je comprends, de faire en sorte que cet hôpital accueille des patients dans moins de sécurité et que vos parents et les habitants en pâtissent. Ça non. À défaut d'être compris, Bernard Kouchner a réussi à se faire écouter. Et surtout, il a fixé un nouveau rendez-vous dans quelques jours, et cette fois au ministère. Parallèlement à cette affaire de Pithiviers, un rapport officiel montre que la France s'est redescendue au 12e rang mondial quant à la sécurité des accouchements. Plus qu'un problème de taille ou d'équipement des maternités, il arrive que les jeunes mères soient en fait mal aiguillées au moment de l'accouchement. Reportage dans une maternité de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Jean-Daniel Flézaquier, Michel Gianouletos. A priori, cette jeune femme croyait que sa grossesse allait durer 9 mois. Mais au bout de 7 mois, mauvaise surprise, les médecins constatent une anomalie. Les jumeaux qu'elle attendait sont donc nés ce matin, 2 mois avant terme, mais le pire a été évité. J'ai vu plusieurs gynécos. Jusqu'au jour, le 28 août, j'ai vu un spécialiste. Il s'est aperçu que mon ventre était beaucoup trop petit pour des jumeaux. Donc il m'a dit qu'il fallait absolument attendre jusqu'au 5 septembre et qu'il y aurait également une surveillance. Saint-Denis fait partie des hôpitaux capables de prendre en charge simultanément les problèmes de la mère et de l'enfant. Mais ce n'est pas souvent le cas. À peine plus du tiers des accouchements à haut risque prévisibles se déroulent dans des centres adaptés. Trop souvent, les médecins comptent sur le SAMU pour évacuer l'enfant vers un centre de réanimation plutôt que de transférer la mère avant l'accouchement dans des maternités adéquates. Une situation dont pâtissent et la mère et le nouveau-né. Il faut donc améliorer l'orientation des femmes dont on sait qu'elles courent un risque à l'accouchement. Cela passe d'abord par une collaboration plus étroite entre ceux qui ont la charge de surveiller la grossesse. Très souvent, le médecin qui prend en charge une grossesse au début reste un petit peu isolé dans son coin et ne confie la patiente que plus tard au cours de la grossesse aux gens qui vont se charger de l'accouchement. Je pense que là, on pourrait imaginer un système avec une meilleure communication des informations. Mais rien n'est simple. On manque cruellement d'anesthésistes, de réanimateurs et la France perd chaque année 70 accoucheurs. Il faudra donc fermer certaines maternités, pas forcément les plus petites, et renforcer l'équipement des autres. Quant à Inès et Anis, les jumeaux, ils ont fait une entrée dans la vie un peu difficile, mais tout va s'arranger très vite, les médecins l'ont promis. François Léotard, président de l'UDF, démissionne de la mairie de Fréjus, qu'il avait conquise en 1977. C'est pour briguer la présidence du conseil régional que François Léotard a pris cette décision, mais en même temps, une ombre plane sur sa gestion de la mairie. Chef Wittenberg.
C'était le conseil municipal du 29 août à Fréjus, le dernier pour François Léotard en qualité de maire, un poste qu'il occupait depuis 20 ans. La lettre que tous les habitants de la commune recevront demain matin explique les raisons d'une démission. Cumul des mandats, besoin de changer les têtes, mais aussi, mais surtout, ce que François Léotard appelle des attaques contre la ville de Fréjus, l'objectif étant selon lui de nature politique. En fait, 2 dossiers ont secoué les affaires de la mairie ces dernières semaines. Tout d'abord en juillet, la saisie de tampons reproduisant le cachet de la préfecture et de la sous-préfecture du Var, de fausses empreintes qui auraient été notamment utilisées pour valider la renégociation des dettes de Port-Fréjus, un complexe immobilier auquel la justice s'intéresse déjà de près. Ce sont ensuite les conditions d'ouverture d'une station d'épuration, des conditions jugées irrégulières par la Chambre régionale des comptes qui en tient François Léotard, maire de Fréjus, pour responsable. Officiellement, aucun lien direct entre ces dossiers et la décision d'aujourd'hui. S'il abandonne sa mairie, le président de l'UDF affirme qu'il ne veut aujourd'hui se consacrer qu'à une seule chose, les prochaines régionales en Provence-Côte d'Azur, et en particulier la lutte contre le Front National, ici très menaçant. François Léotard a donc pris une initiative politique qui sera diversement interprétée. Retrouvailles à l'Élysée ce matin. Jacques Chirac s'est entretenu en tête-à-tête avec le nouveau porte-parole du RPR, Nicolas Sarkozy. Les 2 hommes étaient en froid, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis que Nicolas Sarkozy avait pris parti pour Édouard Balladur lors de la campagne présidentielle, c'était en 1995. À l'Élysée, on tient à affirmer que le passé n'a pas été évoqué, on a seulement parlé de l'avenir. Catherine Maigret, maire de Vitrolles, maire Front National de Vitrolles, condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour ses propos sur l'inégalité des races dans un journal allemand. Les juges s'en sont tenus là et n'ont pas demandé une peine d'inéligibilité pour Catherine Maigret. Alban Mikosi, Gérard Gallian. Le jugement vient d'être rendu. La délégation Front National quitte le tribunal sous les quolibets d'une 50aine de militants antiracistes. Des militants qui estiment avoir marqué un point. Une demi-heure plus tôt, Catherine Maigret a été condamnée en première instance, 3 mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Dorénavant, pour les dirigeants du Front National, ils sauront qu'on ne peut pas impunément continuer à faire des déclarations qui vexent, qui humilient, qui rabaissent l'être humain au seul motif du fait qu'ils sont étrangers et qu'ils sont différents. Les juges justifient leur condamnation en stigmatisant une volonté délibérée de provoquer l'hostilité envers les étrangers. Mais l'inéligibilité n'est pas prononcée contre Catherine Maigret. Celle-ci est reconnue inexpérimentée. Les lobbies antinationaux crient victoire, mais ça c'est pas une découverte. Nous, je vous le rappelle, nous sommes les défenseurs des Français et des Françaises et nous continuons notre cap politique. Et pour Vitrolles, nous continuons le programme que nous avons fixé et pour lequel nous avons été élus et brillamment élus, je vous le rappelle. En l'absence quasi rituelle de Catherine Maigret, son premier adjoint a annoncé qu'elle ferait certainement appel de cette décision que le Front National estime antidémocratique. L'actualité internationale, des milliers d'Indiens continuent de rendre hommage à Mère Teresa, décédée samedi soir à Calcutta, où elle avait consacré toute son énergie et sa vie à aider les plus humbles, le plus souvent à simplement mourir dignement. Dans les faubourgs de la ville la plus pauvre de l'Inde, l'image de Mère Teresa, vous allez le voir, est très présente. Martine Laroche-Joubert, Bernard Ronflet. La misère quotidienne de Calcutta, le quartier de Tengda. Plus difficile encore d'y vivre avec la mousson, 3 mois par an de pluie violente. Bernard, un chrétien, ancien ingénieur chimiste. Aujourd'hui, il vit ici et s'occupe des jeunes. La tâche est rude pour cet admirateur de Mère Teresa. Mère Teresa a fait beaucoup pour nous. La plus grande chose qu'elle ait faite, c'était en décembre 1994, quand il y avait les émeutes entre hindous et musulmans. Il y avait un mort sur la route, elle est venue personnellement, elle a pris elle-même le corps et elle l'a fait enterrer. Chacun ici regrette Mère Teresa. Dans ces quartiers, on meurt toujours de tuberculose et de malaria, et des millions de personnes vivent dans un état de détresse absolue. Ils gagnent à peu près 600 roupies par mois, 100 francs. Mère Teresa a bien travaillé pour nous et pour notre pauvre pays. Elle a ouvert des écoles pour les enfants et grâce à elle, mes enfants peuvent aller à l'école. C'est à tous ces déshérités du monde que Mère Teresa se consacrait, mais elle laisse derrière elle 600 institutions de missionnaires de la charité qui, il faut l'espérer, continueront à s'occuper d'eux. En tout cas, certains ici prennent le relais de Mère Teresa, comme cet instituteur, dans cette école très rudimentaire.
Mère Teresa a beaucoup travaillé pour les pauvres, ceux qui n'ont rien, pour tous les gens de très basses conditions. Elle nous a rendu service à tous. Ils ne suivront pas le cortège de l'enterrement samedi, mais leurs pensées seront avec elle. Le maréchal président Mobutu, l'homme fort du Zaïre pendant 32 ans, est mort hier soir d'un cancer à l'âge de 66 ans à Rabat, au Maroc, où il était en exil. Son décès aura suivi de quelques mois seulement, à peine, sa mort politique. On a tout dit, ou presque, sur la dérive de ce chef d'État qui a bâti sa fortune personnelle en ruinant un pays, le Zaïre, redevenu le Congo, le plus riche sans doute de tout le continent africain. Isabelle Staes. Au crépuscule de son règne, rongé par la maladie, le maréchal Mobutu croyait encore être le sauveur du Zaïre. 37 ans de pouvoir, de la grandeur à la décadence d'un grand chef africain, devenu piètre chef d'État. C'est avant tout un militaire, le colonel Mobutu, qui prend le pouvoir au lendemain de l'indépendance de cette ancienne colonie belge. Très vite, il élimine ses concurrents et d'abord le révolutionnaire mythique Patrice Lumumba, porteur d'un vrai rêve d'indépendance et d'authenticité pour cette Afrique à peine sortie du colonialisme. Mobutu devient chef de l'État en 1965 avec la bénédiction des Occidentaux. La CIA, les services secrets américains, voient en lui un rempart contre le communisme. C'est le temps de la splendeur et de l'amitié franco-zaïroise consacrée par Valéry Giscard d'Estaing. Et lorsqu'il s'agit de sauver Mobutu Sese Seko, le maréchal peut compter sur ses amis. 1978, les parachutistes français interviennent à Kolwezi face à l'invasion des rebelles katangais venus d'Ouganda. L'armée zaïroise, elle se mutine, plongeant Kinshasa dans le chaos en 1991 et 93. L'image du chef se dégrade, d'autant que la démocratisation amorcée en 1990 piétine, les Occidentaux lâchent alors leur vieil ami. C'est assez exceptionnel de voir quelqu'un qu'on traite de dictateur appeler de tous ses voeux les élections. Jusqu'au bout, il s'est cru à l'abri du naufrage, se voyant en sauveur fortuné d'un pays qu'il avait pourtant ruiné. Ses adversaires l'accusent d'avoir pillé le pays. 37 ans de corruption et de clientélisme, une fortune immense dont on ne connaît toujours pas exactement le montant. Le maréchal n'a pas vu venir sa chute en la personne de Laurent Désiré Kabila, un quasi-anonyme sorti du maquis et propulsé chef rebelle avec l'appui et les troupes du Rwanda, de l'Ouganda et la bienveillance des États-Unis. 14 mai 1997, acculé, Mobutu Sese Seko prend la fuite dans l'indifférence générale, livrant Kinshasa aux rebelles et les attributs de son pouvoir aux pilleurs. C'est en exil qu'il finira ses jours, lâché par tous, dictateur déchu qui n'a jamais su voir la soif de démocratie dans l'Afrique d'aujourd'hui. Pour le ministre des Affaires étrangères français, M. Védrine, la mort du maréchal Mobutu est plus un dénouement individuel et privé qu'un événement politique du fait qu'il n'était plus au pouvoir. Voici les premières photos de la tombe de la princesse de Galles dans la propriété des Spencer à Althorp. Son frère Charles, que vous voyez sur ces images, a délivré les premières photos donc, de la tombe située au milieu du lac de la propriété où, vous le voyez là, transporter des dizaines de fleurs qui sont déposées par des visiteurs depuis plus de 48 heures maintenant. La ferveur des Anglais, effectivement, après la disparition de la princesse de Galles, n'est pas encore retombée. Des milliers de bouquets ont été déposés dans les jardins de la résidence du comte de Spencer à Althorp, là où est enterrée Diana. Quant à la presse britannique à sensation qui s'est longtemps nourrie des scandales autour de la princesse, elle fait aujourd'hui, disons, profil bas, affirmant qu'elle allait adopter un code de bonne conduite, notamment pour ce qui concerne les deux enfants de Charles et Diana, William et Harry. Valérie Fourniou, Pascal Caro. Malaise dans les salles de rédaction des journaux britanniques. Une presse qui tient à garder la confiance de ses lecteurs et surtout à la mériter. Dès ce matin, les journaux à scandale ont suivi l'exemple du quotidien The Independent, en promettant d'épargner aux fils de Diana la traque qu'ils avaient imposée à leur mère. Nous souhaitons vivement que notre exemple soit suivi. Et je pense que dans les jours, les semaines, les mois à venir, les tabloïds respecteront ce code de conduite. Mais plus tard peut-être, lorsque William aura une petite amie,
La tentation alors sera bien grande pour ces tabloïds d'envoyer des photographes pour prendre des images volées des faits et gestes des jeunes princes. C'est que les journaux populaires s'entredéchirent ici pour la conquête de 45 millions de lecteurs par jour et Diana était leur fonds de commerce. La presse à scandale fait donc preuve d'une pudeur soudaine et peu habituelle. Un mea culpa provoqué par le virulent réquisitoire du comte Spencer samedi contre la presse. She would want us today to pledge ourselves to protecting her beloved boys, William and Harry, from a similar fate. And I do this here, Diana, on your behalf. Pourtant, même si ce sont des photos officielles, la presse faisait la une ce matin sur l'émotion de William et Harry lors des obsèques. Les œuvres caritatives dont s'occupait la princesse Diana voient affluer depuis quelques jours maintenant des dons petits et grands qui représentent déjà plusieurs millions de livres. Étienne Nénart à Londres. Dans le hall d'un hôpital pour enfants, des dessins disent à leur manière la tristesse d'une disparition. Si l'hommage qui lui est rendu a surpris par son ampleur, il faut sans doute trouver une explication dans ces causes que la princesse de Galles avait su défendre. Enfants malades, lutte contre le sida, toutes ces associations dont elle était la marraine et qui aujourd'hui se sentent orphelines, bénéficieront largement de l'immense élan de solidarité provoqué par sa disparition. Ce qu'elles ont perdu à jamais en revanche, c'est la faculté qu'elle avait d'attirer les yeux du monde sur des combats qu'elle menait. Malgré les inconvénients que présentait pour elle le fait d'être une femme très connue, le point positif évidemment c'est que toutes les choses dans lesquelles elle croyait, eh bien la presse en parlait simplement parce que c'était elle. 350 appels par heure. Le fonds Diana, mis en place au lendemain de sa mort, a déjà récolté plus d'1 milliard de francs et devrait très rapidement devenir la première œuvre de charité au monde. Nous avons eu des dons très touchants. Un enfant a envoyé 2 francs de son argent de poche, 2 petites pièces de monnaie scotchées sur une carte. L'adaptation de Candle in the Wind qu'Elton John chantait samedi sera mise en vente en fin de semaine et promet d'être vite épuisée. Cet après-midi, Kensington Palace restait le site le plus visité de la capitale britannique, mais l'atmosphère y a changé. On vient pour voir plutôt que pour pleurer. Bientôt les fleurs auront disparu, les messages et les poèmes seront archivés, et comme si la vie devait bien reprendre un jour, le drapeau britannique qui depuis samedi flottait en berne sur Buckingham Palace comme une entorse au protocole royal, a été abaissé tôt ce matin. En Algérie, après les terribles massacres qui ont eu lieu à Alger même, la population a décidé de prendre en main sa propre sécurité. Les Algérois comprennent mal pourquoi les forces de police, omniprésentes dans la capitale, ne sont pas intervenues. Thierry Tuillier. Le massacre a duré 2 heures. 2 heures avant que Sidi Youssef, un hameau de Bouzarea sur les hauteurs d'Alger, soit réduit au silence. Sidi Youssef, c'est vrai, n'est pas au centre-ville d'Alger. Isolé par une forêt, ses habitations semblent au premier coup d'œil une cible facile. Officiellement, les forces de sécurité n'ont plus que constaté les dégâts. Mais 2 heures, c'est suffisamment long pour que des voisins aient entendu les hurlements des habitants assassinés. Ce qui, semble-t-il, n'a pas été le cas des casernes, pourtant nombreuses dans ce quartier. Alors la presse algérienne s'interroge. Pourquoi une telle passivité? Pourquoi l'état-major ne donne-t-il aucun ordre d'intervention? Privé de réponse, les Algérois s'organisent. Cet habitant raconte comment, avec 40 jeunes, il a décidé de défendre son quartier. Nous avons pris des armes qu'on a pu trouver, des barres de fer, des haches, des râteaux. Pour le défendre, nous rentrons dans le quartier. Nous n'avons pas pu dormir alors. Ce soir, c'est tout Alger qui cherche des armes. Certains quartiers ont même demandé aux autorités de leur livrer des fusils. Les Algériens ne comptent plus que sur eux-mêmes pour sauver leur vie. En France, le gouvernement a décidé d'ouvrir le capital de France Télécom à hauteur de 20% des actions qui seront cotées en bourse dès le mois d'octobre. Jean-Paul Chapelle, Daniel Lefebvre. En route pour la bourse, le gouvernement a décidé de vendre 20% du capital de France Télécom. Dès le mois d'octobre, les Français pourront acheter des actions de l'entreprise. Une ouverture du capital que le ministre de l'économie refuse de nommer privatisation. Contrairement à ce que voulait faire le gouvernement précédent, qui entendait mettre une très grosse partie de France Télécom sur le marché, nous voulons la limiter à ce qui est nécessaire pour pouvoir faire cet échange de participation avec notre partenaire allemand. Une petite partie ira aussi au personnel et à l'arrivée, France Télécom restera une entreprise largement publique.
Outre les 20% cotés en bourse, 7,5% du capital seront vendus au partenaire allemand Deutsche Telekom et 4% aux salariés de France Télécom. Une augmentation du capital suivra. Au final, l'État gardera au moins 62% des actions. Pour les syndicats, 38% au privé, c'est déjà trop. La logique de l'entreprise sera totalement modifiée par l'entrée de capitaux privés par la cotation en bourse. L'entreprise sera soumise aux impératifs d'une rentabilité financière à court terme et cela nous paraît totalement contradictoire avec une logique de service public. Il faut permettre effectivement au personnel de s'exprimer. Ce qu'il faut, c'est effectivement une grève massive et c'est à cela que nous travaillons en contact avec nos camarades des autres organisations syndicales de France Télécom. Pour mesurer la mobilisation du personnel, Sud PTT organise à partir de demain un référendum pour ou contre l'ouverture du capital. À cette question toute simple, les 150 000 agents de France Télécom sont invités à répondre. Un sondage BVA pour Paris Match et la radio BFM, une majorité de Français, 45%, désavouent la décision de renoncer à la privatisation d'Air France. 31% pensent le contraire. Le sport maintenant avec les internationaux des États-Unis. Chez les dames, victoire de la Suissesse Martina Hingis, 6-0, 6-4 face à la révélation américaine Venus Williams et ses bouclettes, ses tresses blanches, bien connues déjà du public. Et puis chez les hommes, victoire de l'Australien Rafter, la nouvelle coqueluche du public qui a battu l'Anglais Rudzewski. Laurent Frédéric Bollet. Quelques heures après son triomphe, Patrick Rafter ne se lasse toujours pas de brandir sa coupe. Avec cette victoire à l'US Open, l'Australien passe de la 14e à la 3e place mondiale. Mine de rien, c'est peut-être la nouvelle star du tennis qui vient de naître. Jeune, grand, doué, beau, coqueluche des Australiennes, Rafter a tout pour plaire. Comment je me sens maintenant? À votre avis? Ça va très bien. Et tout ça retombera bien plus tard. Oui, il faudra aussi digérer cette victoire en Grand Chelem où Rafter a dominé l'Anglais Rudzewski en 4-7. Adepte du service volé, Rafter est le digne successeur de McEnroe ou Edberg. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il possède un jeu très complet. Ainsi, même s'il ne retourne pas ce service chronométré à 228,8 km/h, ce qui en fait le record mondial, Rafter parvient souvent à trouver du fond du court des angles étonnants. Gloire donc à cet Australien de 24 ans, 6e enfant d'une famille de 9 et qui avait aussi été cette année demi-finaliste à Roland-Garros, battu seulement par Bruguera. Rafter qui a commencé le tennis à l'âge de 5 ans et qui possède le mouvement de poignet le plus fascinant du moment. Moralité, Patrick Rafter, enfant de la balle jaune, est définitivement devenu un grand. Arrivons un peu avec ce magnifique document qui nous parvient de Venise, les régates annuelles, régates historiques qui attirent chaque année plus de 100 000 visiteurs. Ces régates remontent à 1489, elles ont lieu chaque année sur le Grand Canal. La première fois, c'était à l'occasion de la visite de la reine de Chypre. Ça n'était pas hier puisque c'était en 1489. Ces manifestations ont lieu chaque année sur le célèbre Grand Canal qui traverse Venise. Il s'agit de joutes entre de jeunes gondoliers et des plus anciens. Si vous voulez savoir quels seront les vêtements que vous demanderont d'acheter ou que se paieront vos grands-enfants entre 15 et 25 ans cet hiver, regardez le reportage qui va suivre. C'est à acheter tout de suite, car il paraît que les tendances changent parfois d'un mois à l'autre. Sophie Mézel, André Issora. La couleur éclate, ça rappe, ça flash, c'est bourré de références musicales ou sportives. Bienvenue sur la planète Junior. Chacun son look, chacun sa tribu. La subversion comme religion, la mode comme une façon d'exister. À commencer par les chaussures, péché mignon entre autres, des 15-25 ans. Pas question de donner dans le délicat, le mignon, le joli. Les semelles se taillent dans la masse, plus c'est lourd, voire carrément pachydermique, plus ça marche. J'aime bien quand c'est gros. Et pourquoi? J'aime bien, ça va avec tout. Et ben, ça nous grandit. Donc c'est pour ça, on aime bien. Et c'est la mode aussi. Tout le monde en porte, c'est pour ça qu'on achète ça, quoi. Les couleurs généralement sont très junior, donc une gamme qui est très happy, comme on dit. Il dit quoi, happy? Happy, heureux et plein d'optimisme. Une dose d'extravagance, 2 doigts de dérision. Les accessoires ne répondent qu'à cette règle essentielle pour séduire une clientèle à très fort pouvoir d'achat, mais réputée volage.
En matière de mode, c'est bien connu, tout n'est que recyclage. Les années 70 n'en finissent pas de refleurir avec leur cortège néo-baba, retour de Katmandou. On recompose avec les mêmes classiques, un brin de mysticisme, une pincée de patchouli. La fripe est rapiécée et les pulls faits main pour une allure savamment négligée. Ça plane et les juniors pour qui c'est nouveau en redemandent, comme quoi 30 ans plus tard, il y a des modes qui ont la vie dure. Je reviens sur la première information de ce journal, à savoir la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu en Dordogne en début d'après-midi. 12 morts, 31 blessés, dont 16 dans un état grave. C'est un autorail qui a percuté un camion qui transportait 30 000 litres de fioul qui se sont aussitôt enflammés et qui ont communiqué le feu au premier wagon du train qui reliait Bergerac à Bordeaux. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne. Benoît, les sauveteurs travaillent toujours autour du train. Oui, les sauveteurs et puis les spécialistes de l'identité judiciaire de la gendarmerie qui sont arrivés il y a 1h30 environ de Paris. Vous savez que les 12 morts ont été blessés, ont été brûlés très grièvement et qu'il est difficile de les identifier. C'est donc le travail de ces spécialistes en relation éventuellement ultérieurement avec les familles qui ont été prises en charge par une cellule spécialisée à Port-Sainte-Foy. Je vous rappelle le numéro vert si vous avez des inquiétudes, c'est le 0800 508 079 et parallèlement à cela, une enquête est bien sûr ouverte pour savoir dans quelles circonstances le camion a franchi le passage à niveau, alors que le bilan, vous le rappeliez, a fait aussi 4 blessés qui sont très graves. Les médecins du SAMU me disaient tout à l'heure qu'ils étaient très réservés sur leurs chances de survie. Merci Benoît. Les dernières informations bien sûr sur cet événement dans notre dernier journal qui sera présenté tout à l'heure par Philippe Lefebvre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain. Bonsoir.